Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Najat Vallaud-Belkacem a 45 ans. Elle est maman de jumeaux et elle est connue pour son engagement politique. Najat est née au Maroc, elle est arrivée en France à l'âge de 4 ans au début des années 80. Elle est issue d'une famille de 7 enfants. Plus tard, elle tendra le concours Sciences Po et s'installera à Paris. Elle débute sa carrière dans un cabinet d'avocats, au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle s'engage auprès du Parti socialiste en 2002 et en 2003, elle quitte Paris et son cabinet d'avocats pour rejoindre Lyon et travailler avec le maire de la ville. Elle sera élue locale pendant une dizaine d'années. Puis, pendant 5 ans, à l'époque de François Hollande, elle sera ministre en charge des droits des femmes. Elle renforcera le droit à l'avortement, luttera contre le sexisme et pour l'égalité des sexes. Elle sera aussi porte-parole du gouvernement et la première femme à être élue ministre de l'Éducation. Elle a ensuite pris la direction de l'ONG One pour mettre fin à l'extrême pauvreté. Durant cet échange, on découvrira l'enfance au Maroc de Najat, pourquoi elle s'est lancée dans la politique, quelles étaient ses convictions, que pense-t-elle du monde politique actuel, pourquoi est-ce qu'il y a un désintérêt des citoyens envers la politique, pourquoi le féminisme est nécessaire et ce que fait l'ONG One. Bonne écoute à vous. Bonjour Najat. Bonjour. Comment vas-tu ? Donc bien évidemment, je viens tout juste en off de demander à Najat si je pouvais me permettre de la tutoyer, ce qu'elle a accepté. On ne se connaît pas, voilà. Mais c'est vrai que dans les épisodes, on se tutoie toujours, donc elle a gentiment accepté. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, je te remercie. Et toi ? Très bien, merci beaucoup. C'est un honneur, un plaisir de te recevoir sur les locomotives. J'imagine que ça change des interviews que tu fais habituellement. Donc merci de te prêter au jeu. Non, mais ça me fait plaisir en fait de changer justement. Donc allez, on n'hésite pas. On y va. Parfait. Est-ce que, s'il te plaît, Najat, tu peux te présenter en quelques mots pour celles qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Donc Najat Vallaud-Belkacem, j'ai 45 ans, je suis maman de 2 enfants, des jumeaux d'ailleurs. Et ouais, un garçon et une fille. Et par ailleurs, je suis, je pense, disons connue pour mon engagement politique parce que ça a pris un certain temps dans ma vie puisque pendant une dizaine d'années j'étais une élue locale dans la région lyonnaise et ensuite pendant 5 ans ministre en charge des droits des femmes, porte-parole du gouvernement et ministre de l'Éducation, donc à l'époque de François Hollande entre 2012 et 2017. Et puis depuis plus récemment, après avoir fait un tour dans le secteur privé pour, disons, mieux comprendre les opinions publiques mondiales chez Ipsos, j'ai rejoint à nouveau le monde de l'engagement et du combat pour des causes en prenant la direction d'une ONG qui s'appelle One, qui est une ONG de solidarité internationale. On cherche à mettre fin à l'extrême pauvreté, pour résumer les choses simplement. Et puis, plus récemment, j'ai pris la présidence d'une structure qui s'appelle France Terre d'Asile, dans laquelle, en fait, grosso modo, on accompagne des demandeurs d'asile qu'on héberge, qu'on accompagne sur un plan juridique ou social. Voilà, donc je fais ces 2 choses-là à la fois. La première activité comme directrice de One étant mon activité professionnelle à part entière, et la deuxième étant une présidence bénévole, mais les 2 sujets me paraissaient assez intriqués en réalité. Et donc, bien évidemment, on va parler de tout ça, mais si tu veux, dans les locomotives, ce qui est important et ce qui compte aussi pour nous, c'est de comprendre un petit peu qui est la personne qu'on a en face de nous, quel est son parcours, mais c'est vraiment de comprendre qui tu es. Et du coup, si tu es d'accord de te prêter au jeu, ce serait super. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est ton parcours ? Donc, tu pars du point de départ de ton choix, ça peut être de l'enfance, c'est intéressant. En plus, tu es né au Maroc, donc peut-être nous expliquer un petit peu quelle a été ton enfance, à quel moment tu es arrivé en
France, comment tu as vécu ce changement, ton parcours ensuite, tes études, pourquoi te lancer dans ces études-là, etc. Donc comprendre vraiment qui est Najat, tout simplement. Alors comme je l'ai dit, j'ai 45 ans, donc je suis née il y a 45 ans au au Maroc, en effet dans la région du Rif, au nord du Maroc et c'est vrai que ça a sans doute une importance dans mon parcours parce que, d'abord je fais partie de cette grande histoire de l'exil, hein, finalement de l'immigration puisque mes parents, confrontés à un quotidien et une réalité de vie très dure, très aride, sans perspective, ont fait le choix de quitter leur pays, pour s'installer en France et que nous, on les a suivis dans le cadre de ce qu'on appelle un regroupement familial. Donc je suis arrivée en France, à l'âge de 4 ans, au début des années 80 et ça a été, une immense découverte pour moi. Tout était tellement différent de ce que j'avais connu jusqu'à présent. On vivait à la campagne, on gardait les chèvres avec mon grand-père, enfin voilà, on n'allait pas vraiment, à l'école, bon, donc du coup, ça a été vraiment très différent, la grande ville, le bruit des voitures, l'école, et j'avoue que l'école, justement, ça a beaucoup compté dans ma vie, puisque finalement, ça a été pour moi le moyen de m'élever, tout simplement, avec un sentiment qu'il fallait que je rende quelque chose à mes parents qui avaient fait, quand même tout ce trajet difficile, qui avaient laissé leur famille derrière eux, pour, nous offrir quelque chose de meilleur et donc du coup, avec ma sœur aînée, on a beaucoup investi l'école finalement. Elle a tracé un peu le chemin et j'ai suivi derrière. Après d'ailleurs, il y a d'autres frères et sœurs qui nous suivent, mais on a l'habitude de dire que les 2 grandes, c'est nous, même, même aux âges qui sont les nôtres. Donc je suis d'une famille de 7 enfants. J'ai 5 frères et sœurs. Non, 6 frères et sœurs, pardon. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais J'étais en train de petit problème. non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait 5 filles et 2 garçons dans la ferme, mais bon, bref. Donc 7 enfants et j'ai grandi, en Picardie, à Amiens et puis ensuite, ben, j'ai quitté la Picardie quand, après avoir, commencé une fac de droit, j'ai tenté le concours de Sciences Po à Paris et je l'ai eu et donc je suis venue m'installer à Paris, et là, on est, juste avant le début des années 2000, donc je découvre une autre vie, disons l'autonomie, une forme d'indépendance et après avoir terminé Sciences Po, je commencerai une première carrière professionnelle dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, car j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup le droit et le droit public tout particulièrement. Et puis, finalement, par, la grâce d'une rencontre en quelque sorte, je serai amenée à mettre, un premier pas dans la vie politique. Disons même 2 pas, un pas sous forme d'adhésion à un parti politique, donc ça, c'est vraiment dans la foulée du 21 avril 2002 quand, la gauche avait été éliminée, du premier tour du second tour de l'élection présidentielle et que moi je m'étais sentie, vraiment mal et donc je m'étais dit qu'il fallait que je m'engage. Donc à ce moment-là, je me suis engagée, disons auprès du Parti socialiste et le deuxième pas dans la vie politique, que je fais, c'est que, je vais, en 2003, quitter, Paris, mon cabinet d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour rejoindre Lyon et travailler avec le maire de Lyon, le maire socialiste à l'époque de Lyon, Gérard Collomb. Et voilà et c'est comme ça que je vais faire mes premiers pas dans cette vie politique qui va occuper beaucoup d'espace, dans ma vie. Et est-ce que tu as toujours eu envie de faire la politique? Est-ce que ça a toujours été en toi ou est-ce que, comme tu viens de le dire, pardon, c'est vraiment, l'histoire d'une opportunité qui s'est présentée et que tu as tout simplement saisie? Je pense que c'est les 2. Je pense que, heu, il faut jamais méconnaître ou sous-estimer le rôle quand même de la chance, des opportunités de rencontres et cetera dans ton parcours, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, que ce soit un parcours politique ou autre, professionnel. Je veux dire, c'est très important cette dimension chance, mais après aussi le sujet, c'est que rencontre cette chance qui passe, cette opportunité de rencontre qui passe? Est-ce qu'elle rencontre d'abord une forme d'ouverture d'esprit, de curiosité, qui fait que, quelque chose peut en être tiré et en l'occurrence, je pense que je l'avais cette ouverture d'esprit et cette curiosité permanente
Et puis, s'agissant de l'expérience politique en tant que telle, est-ce qu'elle rencontre cette chance aussi, une espèce d'envie de se battre, de conviction déjà installée en soi que la société dysfonctionne et on devrait savoir comment y remédier. Or moi, je pense que je l'avais cette conviction aussi. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, tu sais, maintenant, je m'exprime souvent devant des étudiants et tout ça, qui me demandent assez régulièrement, mais est-ce que vous pensez que j'ai fait les bonnes études, que j'ai le bon diplôme, etc., pour avoir une chance de faire un parcours en politique. Et à chaque fois, je leur dis, mais attention, la politique, c'est pas une question de diplôme ou d'études ou d'école ou je ne sais. C'est une question de conviction, en fait. C'est vraiment le premier et fondamental sujet à se poser. C'est celui-là, c'est est-ce qu'il y a quelque chose autour de moi, à l'échelle de mon quartier, mon université, ma ville, mon pays, peu importe, mais autour de moi, y a-t-il quelque chose qui me tient à cœur, que je vois dysfonctionner et dont je saurais dans quel sens il faudrait aller pour cesser qu'il dysfonctionne ou alors au contraire pour l'améliorer. Si, enfin, dès lors qu'on sent cette chose en soi, où on a cette conviction que quelque chose ne fonctionne pas comme il faudrait ou pourrait fonctionner mieux qu'il ne le fonctionne, alors ça veut dire qu'on est fait pour la politique. Et après, tout le reste, l'expertise dans les domaines divers et variés, l'éloquence, la capacité à défendre ses convictions, ça s'apprend en fait. Mais le plus important, c'est la conviction. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis et merci de partager ce conseil qui est précieux puisqu'aujourd'hui beaucoup de personnes se posent la question de changer de vie, changer de job et c'est pareil, c'est exactement les mêmes, conseils que Mmh. l'on peut donner, c'est d'avoir des convictions pardon, peu importe son diplôme, peu importe là d'où on vient et donc merci pour ce précieux conseil. Toi, c'était quoi tes convictions quand tu t'es lancée dans la politique? En quoi tu croyais? Qu'est-ce que tu avais envie de changer? Et est-ce que finalement donc ces 2 questions en une, est-ce que finalement alors c'est un petit peu étrange comme question, est-ce que tu as déchanté en arrivant dans le monde politique? Alors moi, mes convictions d'abord, c'était tes convictions, elles sont forcément pour partie nourries, de l'expérience. Et en même temps, moi, je dis régulièrement attention à ne pas, justement, n'appuyer ses combats et les causes qu'on décide de défendre que sur sa propre expérience. Par exemple, typiquement, moi, je veux dire, je pense que tu t'en souviens, j'ai toujours été très, mobilisée pour défendre, les droits des personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, sans discrimination, et cetera. Eh bien, pour autant, j'étais pas concernée en direct puisque je n'étais pas moi-même en situation d'être homosexuelle, par exemple. Donc, si on ne s'appuie que sur les expériences personnelles et propres que l'on fait pour en déduire des combats et des causes à défendre, c'est dommage parce qu'en fait, enfin, je veux dire, c'est quand même un peu réducteur. Il faut avoir une part d'universalisme dans ce qu'on va défendre. Néanmoins, une fois que j'ai dit ça, c'est sûr que la façon dont tu grandis, ton enfance, ce que tu vois, etc. autour de toi, va quand même nourrir ta réflexion sur la société, sur ce qui va, ce qui ne va pas. Et je dirais que mes convictions à moi, elles sont pour grande partie nées de ces observations-là. Les observations, par exemple, sur la question sociale, enfin, je veux dire, les inégalités sociales, elles me sautaient complètement aux yeux. J'étais particulièrement, comment dire, lucide sur le fait que il y avait des inégalités à l'échelle du monde déjà, puisque je partais d'un pays pauvre pour, enfin voilà, pour justement espérer vivre un peu mieux ailleurs. Donc du coup, par exemple, le combat que je continue à mener aujourd'hui pour qu'on résorbe les inégalités à l'échelle du monde, c'était une conviction que j'avais déjà présente en moi assez jeune. Et d'ailleurs récemment, je me suis rendu compte, c'est assez drôle, qu'aujourd'hui, je travaille donc dans une ONG qui s'appelle One et qui lutte contre l'extrême pauvreté et ce qu'on appelle les maladies évitables, c'est-à-dire toutes les maladies que les populations vulnérables ne peuvent pas soigner parce qu'elles n'ont pas accès à des traitements trop chers. Donc nous, en fait, on fait des montages financiers qu'on va porter auprès des institutions internationales pour qu'elles financent l'accès à ces traitements. Bref, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais aujourd'hui, je fais ça et je me suis souvenue récemment
que quand j'avais 17-18 ans, je faisais du bénévolat dans une association qui s'appelait Pharmaciens sans frontières. Et, et c'est quand même assez drôle parce qu'on a l'impression d'une espèce de cycle comme ça qui reprend. C'est-à-dire que déjà à l'époque, Pharmaciens sans frontières, c'est comme Médecins sans frontières, sauf qu'il s'agissait d'envoyer des médicaments dans les pays en développement. Déjà à l'époque, j'étais quand même assez sensible à ces inégalités mondiales. Et puis après, il y a aussi les inégalités au sein du territoire français. Et là, par exemple, assez jeune, je voyais bien qu'on n'avait pas les mêmes égalités de chances de réussir, en gros, par exemple, à l'école. Je voyais bien qu'un certain nombre de mes camarades, leur destin semblait gravé dans le marbre très, très jeune. Parce qu'ils vivaient dans tel quartier, dans telle famille, etc. Et ça me désespérait. Donc, c'est des choses comme ça qui m'ont nourrie et qu'ensuite j'ai transformé en engagement politique. Ouais. Et est-ce qu'une fois arrivé dans le mode politique, tu as été déçue? Ah Peut-être oui, tu avais envie de mettre en absolument. place ouais, non, mais aucun problème. Peut-être que alors déçue, comment dire? Tu l'interprètes comme tu veux, mais est-ce qu'il y a eu une sorte de déception finalement face à toutes ces convictions que tu avais et que tu as toujours? Écoute, moi, c'est quand même assez complexe, le regard que je porte sur la politique. Je veux dire, je peux pas le résumer ou le caricaturer parce que, moi, j'ai quand même, je continue à être convaincue que c'est le lieu où les choses changent, se changent, où on agit sur, pas simplement sur des lois, des décrets, mais aussi sur, finalement des mœurs, une société. Parce que la politique, elle a un pouvoir immense. Je veux dire, il y a pas d'autre secteur, que ce soit le monde des ONG, associations, que ce soit le monde du secteur privé, etc., qui, à ce point, peut, quand il y a de la volonté, faire suivre cette volonté d'une mise en œuvre qui transforme les choses pour des millions de gens d'un seul coup. Voilà, c'est ce que je veux dire. Euh, Bien sûr, si tu prends une très très grande boîte qui déciderait, par exemple, je sais pas moi, de baisser considérablement le prix de l'énergie en ce moment, ça transformera d'une certaine façon le quotidien de millions de gens aussi. Mais tu vois bien qu'on n'est jamais dans les mêmes masses, jamais avec le même impact, et que du coup, en fait, l'ambition réformatrice, l'ambition de changement, elle est résolument du côté du politique. Et donc, c'est pour ça que moi, je continue à y croire beaucoup et à vouloir qu'on cesse de le, de le déserter, parce que beaucoup de gens le désertent, malheureusement, ce politique, et du coup, en le désertant, laisse la place à d'autres moins vertueux, moins volontaires. Alors, c'est sûr que quand tu as des responsables politiques qui n'ont pas la volonté, bah, l'ambition réformatrice dont je te parlais tout à l'heure, qui pourrait mettre fin à des dysfonctionnements ou anticiper des gros problèmes qu'on va avoir, elle est plus là. Bon, euh, donc en fait, le sujet c'est pas est-ce que le politique est décevant, c'est qui fait de la politique et pour en faire quoi. Et c'est vrai que je trouve à titre personnel en ce moment que c'est très décevant le politique parce que globalement, il y a un sujet de confusion permanente sur le projet de société qui est défendu, mené à bien. On a l'impression que maintenant on utilise des mots pour dire exactement le contraire. Enfin, vraiment, je comprends les gens qui se disent: «Bon, de toute façon, ils sont tous pareils, ils disent des choses au moment de conquérir le pouvoir, ils les tiennent pas après, etc.» Parce qu'on est rentré dans une forme d'immense confusionnisme. Et dans ce type de climat, alors c'est vrai qu'on est tenté d'aller chercher plutôt du côté, par exemple, de la société civile, des ONG, pour défendre des causes en se disant que après tout, ben, la dimension, justement, travailler sur, les imaginaires collectifs, entraîner l'opinion publique, dans la compréhension d'un sujet, dans la nécessité de peser sur ce sujet, c'est vrai que ça se fait bien du côté des ONG aussi, quoi. Ouais, tout à fait.
Tout à fait. En tout cas, c'est intéressant. Merci pour t'exprimer là-dessus. Merci de donner ton opinion, ta vision. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions. On va pas faire tout l'épisode là-dessus parce que c'est pas forcément le sujet, mais c'est très intéressant de t'avoir au micro et de parler de ces sujets qu'on aborde peu finalement, puisque comme tu le disais, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de désintérêt pour la politique parce que et j'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus aussi. J'ai l'impression que finalement aujourd'hui, les politiques ne s'adressent pas de la bonne manière, ne parlent pas, ne communiquent pas de la bonne manière. C'est un petit peu pour moi, je vais faire un lien, bon encore une fois à prendre avec des pincettes, mais c'est un petit peu comme un influenceur. C'est un petit peu de savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne? Eh ben, c'est le marketing de proximité, c'est parler aux autres comme si c'était son égal. Aujourd'hui, on comprend rien déjà, enfin il y a plein de choses, tu vois? Il y a des termes qui sont hyper compliqués, enfin parfois c'est super dur de suivre. Donc est-ce que finalement la majeure problématique, c'est pas finalement un problème d'attitude, de positionnement et de communication, en fait, tout simplement. Là, tu fais toi l'effort, tu vois, de passer dans un podcast où on est vachement dans la proximité, l'authenticité. Et je trouve que c'est chouette. Je trouve que c'est chouette. Et finalement, tu te mélanges. Et c'est ça qui est important. Alors, je trouve que c'est très important, en effet, ce que tu viens de dire. Et figure-toi que moi, j'ai creusé cette réflexion-là sur notamment le langage employé par les politiques et la façon dont il est compris et reçu par les gens. Je l'ai creusé quand j'étais chez Ipsos, parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'étais passé 2 ans dans cette entreprise qui est connue pour être un institut de sondage, mais qui en réalité est plus qu'un institut de sondage. C'est vraiment une entreprise qui fait de la recherche sur les opinions publiques pour les comprendre à l'échelle du monde, pour comprendre leurs ressorts, qui fait de la psychologie cognitive, par exemple, ce qui permet quand même de mieux comprendre pourquoi parfois on a l'impression que une information a été donnée, mais qu'en fait, elle n'est pas captée, elle n'est pas retenue, on s'en méfie, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ces histoires de perception des choses par les gens. Et du coup, travaillant là-dessus, j'ai vraiment pris conscience, en effet, que le langage politique, à bien des égards, il était complètement inaudible. Parce que, en fait, quand on est en politique, on finit par fonctionner sur des automatismes, en quelque sorte, c'est-à-dire des mots valises, par exemple, qui vont embarquer avec eux et on a l'impression que tout le monde comprend, alors qu'en fait, pas grand monde ne comprend. Ils vont embarquer avec eux, disons, 6 phrases qui auraient permis d'expliciter le mot valise qu'on est en train d'utiliser. Parfois, on va dire, je sais pas, alors attendez, pardon, je cherche une idée de mot valise, un exemple de mot valise. Quand on dit vivre ensemble, par exemple, tu vois, alors du coup, ce que les uns et les autres y mettent, c'est pas forcément la même chose. Et encore, je viens de te donner une expression qui est relativement accessible, mais il y en a beaucoup d'autres. Fonctionner par silo. Je me souviens, on avait même fait une étude dans laquelle on demandait à des Français dans une espèce d'enquête qualitative, on leur demandait qu'est-ce que vous entendez quand le gouvernement dit qu'il va organiser des assises. Et ben, franchement, le mot assise, par exemple, qu'on utilise à tout bout de champ, les assises de je sais pas quoi, de l'environnement, de ceci, de cela, en fait, les gens le comprennent pas, quoi. À la limite, ils ont vaguement en tête le mot assise, tu sais, dans le cadre des procès pénaux. Voilà, les Oui. assises, la cour d'assises, ou alors sinon c'est juste le fait d'être assis. Alors le pire, je me souviens, c'est quand on dit on va créer des assises de la mobilité. Là, c'est encore pire. Ah bah voilà, tiens, je viens de te trouver un mot valise que j'avais oublié. Bah, la mobilité, les mobilités, par exemple. En fait, on parle plus des transports. Maintenant, on dit les mobilités. Bon, enfin, voilà. Donc, du coup, ah oui, puis l'autre petite chose qui était ressortie et qui était très amusante de cette enquête qualitative, c'était quand on avait demandé même chose à ce petit groupe de Français, qu'est-ce que vous entendez quand on dit entériner, comme entériner une réforme par exemple. En fait, entériner pour eux, c'était mettre en terrine. Et en C'est réalité, pas vrai. ah mais si, mais en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu te rends C'est compte fou.
Ah ouais, soudain, tu te rends compte que, on vit dans 2 mondes parallèles, en fait. Et d'ailleurs, Bah, oui. il y a pas de bêtises ou que sais-je, hein. C'est parce qu'à la limite, c'est joli de dire qu'entériner, c'est mettre en terrine. Je trouve que c'est même plus logique. Heu, c'est juste qu'en fait, on a tellement complexifié et notre langage et nos procédures administratives, la dématérialisation. Moi, quand j'aide ma maman qui a maintenant, ben, voilà, qui a l'âge qu'elle a, à, traiter ses papiers et cetera, et que je me rends compte que tout, même les simples feuilles de loyer sont dématérialisées et qu'il faut s'être créé des comptes personnels partout, alors que tu as des gens qui ont juste pas de mail, qui utilisent pas vraiment ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça qui, je pense, coupe le lien, avec, la politique et l'administration. Ouais, et je pense que c'est un sujet hyper large, hyper profond, hyper compliqué, hyper complexe. Mais finalement, est-ce qu'il s'agirait pas, avant toute chose, de démocratiser la politique? C'est un sujet qui est hyper intéressant, finalement, dont on se détache parce qu'on se dit: «Bah, de toute façon, on s'en fout puisque personne nous écoute et finalement on comprend rien». Je résume, hein, encore une fois, Mmh. c'est vraiment un résumé un petit peu grossi. Finalement, est-ce que ça serait pas intéressant de se dire que ça serait de la responsabilité des politiques de démocratiser la politique et puis alors de nous éduquer, attention, pas de nous robotiser, mais de nous éduquer. Bah, comment fonctionnent les pays entre les pays, comment on fait pour instaurer une loi, pourquoi proposer ça plutôt qu'autre chose, quelles en sont les causes, les conséquences, qu'on comprenne. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait rire, souvent, tu sais, quand bah, le moment est venu de voter. Ok, pour qui t'as voté? Ah ben moi, pour telle ou telle personne. Et quand on commence un petit peu le débat, on se rend compte que finalement, bah, personne n'y comprend rien. Enfin, comment dire? Le sujet est tellement large et il y a tellement de conséquences de pourquoi on vote pour quelqu'un et finalement, on va sortir peut-être 3 idées, mais enfin, tu vois, c'est très léger. C'est très léger. En fait, même nous, on sait pas vraiment, pour qui on vote et on comprend enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve que finalement, on a tellement peu de connaissances, heu, beh, c'est ça le problème aussi et encore une fois, c'est toujours ce problème de communication, de 2 mondes parallèles. On vit pas sur la même planète, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une chose aussi, c'est que la décision politique, c'est quand même beaucoup technicisé. Enfin, l'univers qui nous entoure est devenu de Tout à plus en fait. plus, complexe. Il y a beaucoup de choses qui dépendent, par exemple, d'autres, lieux de décision comme l'Union européenne, par exemple, ou, enfin voilà, des conventions internationales, des choses comme ça, que, simplement notre pouvoir national. Et donc du coup, c'est vrai que, on a le sentiment qu'il faudrait un énorme travail pour que, les citoyens rentrent vraiment dans le détail de chaque sujet. Mais moi, ce que je crois, c'est que cet énorme travail, il est complètement justifié. Je pense qu'en fait, on arrive à en réalité à vulgariser, ce qu'on veut bien vulgariser. Enfin, quand tu vois que les travaux du GIEC maintenant réussissent à être appropriés par, bah, une jeune génération, de gens qui ont à peine, 13-15 ans. Enfin, tu te Complètement. dis: «Bah, en fait, tout est faisable en réalité». Je veux dire sur des questions de santé dont on nous parlait pas trop et cetera, non, vraiment, je pense que les citoyens sont de plus en plus, éclairés, instruits, éveillés et qu'ils le feraient bien volontiers de se plonger dans ces sujets. Sauf que, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que, est-ce qu'ils ont la bande passante pour le faire? Car leur bande passante, aujourd'hui, force est de constater qu'elle est, trustée, et c'est en ça que moi j'ai une vraie difficulté avec le fonctionnement d'un certain nombre de médias, qu'elle est trustée par, des débats, des polémiques, des choses à la noix qui ne sont absolument pas les plus essentielles, mais qui occupent 90 de notre conversation publique. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en gros, bah, voilà, je sais pas, si tu prends une journée, que tu te demandes qu'est-ce qui a fait polémique autour de toi, de quoi on a parlé et cetera, tu te rendras compte, par exemple, que, la dernière saillie de Cyril Hanouna aura fait, sans doute 20 fois plus conversation publique que, une information extrêmement importante, sur, je sais pas, le changement climatique, qu'on venait d'avoir le même jour. Donc ça, c'est vraiment la question de l'ordre des priorités, de l'agenda médiatique, de l'agenda politique
Et je pense qu'on est un peu tous, pas au même niveau, mais un peu tous responsables de ça et qu'il faut qu'on se demande comment on arrête cette fuite en avant. Mmh mh. Tout à fait. En tout cas, je pense que c'est un petit peu comme aujourd'hui, le politicien, il doit faire un peu du personal branding comme nous, comme ces, nouveaux entrepreneurs. Je fais un parallèle un petit peu étrange encore une fois, comme ces nouveaux entrepreneurs, qui éclosent de jour en jour. On fait ce qu'on appelle du personal branding et du coup, bah, les gens «achètent» entre guillemets pour nous. Pour moi, le politicien, c'est la même chose, mais ça demande aussi une part de proximité avec l'autre. On revient toujours là-dessus, se dévoiler, qui on est, pourquoi on fait ça, et cetera. C'est pas juste je pose une idée par-ci par-là, c'est aussi comprendre, bah, qui tu es, qu'est-ce que tu apportes à ce monde, c'est quoi ton histoire, pourquoi tu en es là aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, on a soif de nouveaux profils, parce que les profils quand même en politique se ressemblent vachement au niveau des parcours, du statut social, et cetera. C'est mon point de vue. Je pense qu'on a soif de nouveaux profils et comme tu le disais tout à l'heure, tu le disais aujourd'hui, en fait, finalement, on s'est rendu compte que tout était possible, que des mouvements peuvent être portés par n'importe qui. Tant que la personne, encore une fois, tu vois, il y a de la bienveillance, il y a du bon sens, il y a de l'authenticité, on sent qu'elle a des vraies convictions, des vraies valeurs. Putain, c'est ça qu'on a envie de suivre, nous, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui manque. Et voilà, et c'était juste pour faire un dernier parallèle là-dessus. En tout cas, c'est super de t'avoir là et j'en profite pour te poser toutes ces questions-là. Et merci en tout cas d'y répondre, de te prêter en jeu encore une fois. Je tiens à souligner quelque chose. Tu as été la première femme à occuper le poste de ministre de l'Éducation nationale en 2014. Donc bravo déjà pour ça, c'est énorme. Qu'est-ce que ça fait quand on en arrive là dans son parcours? Qu'est-ce que ça fait tout simplement? Une immense joie, franchement, un sentiment de bonheur et d'honneur infini, quoi. Moi, tu sais, quand j'ai fait ma passation de pouvoir, parce que quand tu prends tes fonctions de ministre, tu dois faire une passation de pouvoir avec ton prédécesseur, donc tout ça est assez formalisé. Vous vous voyez quelques minutes dans son bureau, puis ensuite vous sortez et il y a toute la presse qui vous attend. Et là, vous faites une conférence de presse de passation de pouvoir. Et donc, quand j'ai vécu ce moment-là, j'ai commencé mon discours en faisant allusion à Malala, parce que il se trouve que quelques semaines plus tôt, j'étais à l'époque ministre des droits des femmes et j'avais créé un, un prix pour les femmes, voilà, les femmes révoltées, en gros, à travers le monde. Et ce prix, c'était la jeune Malala qui l'avait obtenu, et elle était encore blessée, elle n'avait pas pu se déplacer pour le recevoir. Et du coup, c'était son père qui s'était déplacé à Paris pour le recevoir en son nom. Et donc, du coup, j'avais reçu son père, je lui ai remis le prix. Et donc, voilà, quelques semaines plus tard, je me retrouve ministre de l'Éducation, ce qui est extraordinaire, ce qui, pour moi, est vraiment, je veux dire, l'éducation, ça a toujours été, pour moi, le levier numéro un sur lequel agir quand tu prétends justement que la société dysfonctionne et qu'il y a des moyens de la rendre plus juste. Et donc, du coup, j'étais très heureuse, et mon discours commence par une allusion à cette jeune Malala qui se bat au péril de sa vie pour avoir le droit tout simplement d'en fréquenter une d'école. Et c'est vrai que j'avais enfin, cette idée que j'étais la première femme à devenir ministre de l'Éducation, alors que c'est un ministère qui est très féminisé, hein, puisque comme tu le sais, notamment dans le primaire, enfin franchement, c'est 90% de femmes en fait, hein, l'éducation. Donc voilà, donc du coup, ça voulait bien dire que l'éducation en réalité était un lieu de pouvoir, et c'est pour ça que les hommes se l'étaient bien conservé jusqu'à présent. Donc voilà, beaucoup d'émotions. Et en plus, je constate que depuis, il y en a pas eu d'autres de femmes, donc bon, c'est encore pas si installé dans les esprits. C'est clair. T'es suivie par pas mal de féministes et ce qui est normal parce que tu as fait beaucoup de choses, pour les femmes. Tu as renforcé le droit à l'avortement, tu as lutté contre le sexisme et pour l'égalité des sexes. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, donc je parle des femmes, on se considère comme féministes, plus ou moins, extrêmes. Après ça, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que tu as toujours, toi, été engagée, auprès des femmes et est-ce que tu te considères être une féministe?
Oui, clairement, je suis une féministe. Moi, ce qui m'a toujours frappée, c'est déjà la mauvaise réputation qui entoure ce mot. Parce Tout à que, fait, en c'est vrai. fait, il y a plein de femmes ou de jeunes femmes qui, dans des conversations comme ça, commenceront par «Je ne suis pas féministe, mais» ou, ou des choses comme ça, je ne comprends pas en fait. Et je pense que la raison pour laquelle on en arrive à ce bad buzz autour du terme féministe, c'est le fait que, en réalité, le combat féministe est loin d'être remporté, contrairement à ce que disait, je crois que ça devait être Alain Finkielkraut qui disait que en fait on devrait s'estimer contente parce qu'en vérité on a déjà tout gagné. Non, pas vraiment. Aïe. Précisément, c'est l'illustration que parce qu'il est loin d'être gagné, qu'à chaque fois que les féministes activistes essayent justement de repousser un peu plus loin les frontières de l'égalité, eh bien, il y a un backlash contre elles, il y a une opposition, il y a des réactions réactionnaires en quelque sorte. Eh bien, c'est à cause de ce climat-là de réaction à l'activisme féministe que le féminisme passe pour quelque chose qui empêche de tourner en rond, enfin ouais, empêche d'être tranquille, qui crée des problèmes, qui est brutal. Et donc, du coup, certaines femmes se font un peu avoir par cette définition-là et pensent vraiment que le problème, c'est le féminisme. Mais le problème, c'est évidemment pas le féminisme. Le féminisme, non seulement on en a absolument besoin et on n'aurait strictement rien conquis ou acquis de ce qu'on a aujourd'hui sans le féminisme, en termes d'égalité femmes-hommes, je veux dire. Mais en plus, le féminisme, tel que je l'entends moi, contrairement à la caricature qu'en font certains qui nous le reprochent, c'est pas de remplacer une domination féminine, enfin masculine, par une domination féminine. Hein. Le féminisme, qui, entre parenthèses, n'a jamais tué personne, contrairement au masculinisme, le féminisme, c'est d'établir l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire de permettre aux femmes comme aux hommes d'être libres. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de permettre aux femmes comme aux hommes d'être libres, parce que je suis persuadée que dans une société où les individus sans distinction de sexe sont véritablement axés à tous leurs droits, à leurs aspirations, etc. Dans une telle société, les hommes aussi vivent mieux, les hommes aussi sont libres, par exemple, d'investir davantage leur parenté, qu'ils ne le font aujourd'hui dans une société très stéréotypée. Les hommes sont plus libres d'épouser des filières, s'ils le veulent, plus littéraires que celles dans lesquelles ils sont assez systématiquement poussés lorsqu'ils sont au moment de l'orientation scolaire. Enfin, les hommes sont libres aussi d'être ce qu'ils veulent être. Et ça, je trouve que c'est quand même assez fabuleux comme projet de société. Enfin, franchement, dans un monde où tout semble tellement désespérant, se dire que on peut être plus heureux, plus libre, avoir accès à davantage de choses juste parce qu'on reconnaîtra les individus à leur juste valeur et on cessera d'établir des hiérarchies entre eux, c'est quand même un beau projet, non? Mais complètement et tu as raison, malheureusement parfois certaines, associations ou groupes de féminisme, enfin, sont mal interprétés Mmh. par des femmes. Mais je pense que c'est comment dire? Et j'en parlais dans une interview avec, Julia Pietri que tu connais peut-être, qui est la fondatrice du Gang du Clito, Ouais, qui explique que la désobéissance, est nécessaire pour obtenir, finalement les mêmes droits que les hommes. bien Et sûr. si nous n'avions jamais désobéi, on n'aurait jamais obtenu le droit de vote, etc. Enfin, Mmh. et donc il y a toute cette notion autour de la désobéissance qui finalement est nécessaire. Ouais, absolument. Et il fut un temps d'ailleurs où les féministes étaient bien plus brutales, on l'a oublié, qu'elles ne le sont en réalité aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. On passe un peu du coq à l'âne, mais donc aujourd'hui, tu es présidente de l'association One, cofondée par Bono. Alors c'est très drôle, c'est très bizarre de dire que c'est très drôle, mais comment on en arrive à être présidente d'une association cofondée par Bono? Déjà, c'est une première question. En fait, je suis directrice de cette association, de cette ONG. Donc en fait,
En gros, Bono, si tu veux, il crée cette ONG au début des années 2000 parce qu'on était dans un moment où c'était le sida qui battait son plein, malheureusement, et il y avait des millions de morts, et le monde entier était à peu près touché, mais il y avait quand même des régions du monde plus touchées que d'autres, et notamment l'Afrique subsaharienne. Tu te souviens de cette période où ça se transmettait entre la mère et l'enfant, etc. On avait l'impression qu'on s'en sortirait jamais. Et en fait, à la fin des années 90, tu as les premières trithérapies qui quand même arrivent, donc des traitements qui sont susceptibles de vraiment permettre aux gens de vivre malgré la maladie. Et en fait, le problème, c'est que leur coût est tellement exorbitant que les habitants du Nord, peu ou prou, y ont accès, mais ceux du Sud, et notamment en Afrique subsaharienne, non. Et donc, tu as des millions de morts qui continuent de tomber là-bas. Et donc Bono, à ce moment-là, en fait, sa réflexion, c'est un chanteur très engagé, enfin, il est formidable, il est par ailleurs très sympathique pour répondre à ta question, mais surtout, il est incroyablement engagé. Et il se dit, mais c'est pas possible. Et du coup, il va créer, en gros, One à cette époque pour deux sujets. Travailler sur la question de ce qu'on appelle donc les maladies évitables, c'est-à-dire faire en sorte que quand une maladie touche le monde entier et qu'un traitement est découvert, quel qu'il soit, vaccin, traitement, etc., est découvert, eh bien, jamais la question financière ne soit un frein au fait qu'on sauve des gens de la mort, quoi. Donc, du coup, une fois que j'ai dit ça, la façon dont on y arrive, c'est de faire comme une espèce de lobbying auprès des institutions mondiales que sont le FMI, la Banque mondiale et d'autres structures comme celle-là, des États riches aussi, pour que ces derniers adoptent des mécanismes financiers en gros de mise en commun de moyens financiers pour aider les pays les plus pauvres. Donc voilà comment on procède encore aujourd'hui, hein, parce qu'on est, alors on appelle ça du plaidoyer, mais en réalité, pour y voir plus clair, c'est vraiment du lobbying pour l'intérêt général, c'est-à-dire qu'on va construire des mécanismes ou des lois, et puis on va aller les porter auprès de ces pouvoirs publics pour qu'ils les adoptent. Et, Mmh. et donc, en fait, au fil du temps, on est passé de la question simplement des maladies évitables, dans laquelle tu as compris qu'au-delà du sida, ben, tu avais tout ce qui était tuberculose, paludisme. Récemment, il y a eu le Covid-19, quand le Covid-19 a affecté le monde entier, mais que, comme par hasard, les pays pauvres, une fois de plus, n'avaient pas accès aux vaccins. Et ben, on est aussi intervenu pour que soient créés des mécanismes qui permettent à tout le monde d'y avoir accès, par exemple. Et encore, c'était pas totalement satisfaisant, mais disons que quand même, ça l'a été plus que si ça avait été juste l'égoïsme naturel des États qui avait prévalu. Donc, de cette question des maladies évitables, One s'est un peu élargi avec le temps sur la question de l'extrême pauvreté, puisque finalement, c'est vraiment l'extrême pauvreté qui est à la source du fait qu'une population soit à ce point dépourvue d'accès aux soins, à l'alimentation, à l'éducation, etc. Donc en fait, nos 2 angles principaux, c'est vraiment, maladies évitables et extrême pauvreté, et on construit tout ce qui est possible de construire en termes de lois et de mécanismes de financement internationaux pour sortir le maximum de population de là. Dans une de tes interviews, tu dis qu'il n'y a pas de hasard face à cette inégalité mondiale. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Et selon toi, c'est quoi les solutions? Écoute, on vient de sortir un hymne, je ne sais pas si tu l'as vu, mais sinon, je te le passerai parce que ce serait formidable, je t'autorise même à l'utiliser en conclusion si tu veux de ce chapitre. Mais une espèce de chanson collective, dans laquelle, des artistes, formidables ont accepté de nous accompagner, comme David Hallyday, comme Kali, comme, le groupe Trio et bien d'autres. Donc du coup, cette chanson collective qui s'appelle «Le Grand Défi», en fait, elle résume à elle seule, de quoi est fait le dysfonctionnement majeur de notre monde et de notre temps. Elle évoque par exemple, la situation, de petites filles, en Inde qui, très tard, brodent des étoffes, pour, que la Fashion Week puisse bien se tenir à Paris, ou pour qu'une industrie de la fast fashion puisse, finalement,
nous permettre, dans les pays riches, de surconsommer des vêtements, ce qui nous rend même pas heureux d'ailleurs, parce que ce sont des vêtements jetables, comme tu le sais, et d'ailleurs tellement jetables qu'ils vont se retrouver à peine quelques temps après sur les plages du Ghana, parce que c'est là qu'on va les déverser, ces pièces de vêtements quand on n'en veut plus. C'est comme ça que ça fonctionne. La chanson, elle évoque aussi les petits garçons qui sont envoyés dans les mines du Congo pour aller chercher du cobalt, qui va servir à fabriquer les batteries de nos portables. Et finalement, le fait que, ben voilà, en fait, on est dans des dysfonctionnements mondiaux liés à une forme de consommation, à au fait que, ben, il y a un pillage, un dépouillement du territoire africain en particulier, mais des territoires pauvres, comme d'habitude, par des gens, des multinationales qui ensuite ne vont pas payer, leurs impôts dans les pays où ils devraient les payer. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas normalement. Les pays les plus pauvres aujourd'hui sont pris à la gorge par, le poids des dettes qu'ils ont contractées, mais avec des intérêts qui sont faramineux et en fait, il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça parce que ce faisant, ces pays consacrent plus d'argent à rembourser les intérêts de leurs dettes qu'à financer leur système de santé ou d'éducation. Donc en fait, c'est vraiment, un cercle vicieux qui se reproduit. Si leur population n'est pas, soignée ou, éduquée, bah, en fait, ils peuvent jamais se développer véritablement, donc ils doivent toujours redemander des prêts, mais avec des intérêts à payer. Tu vois ce que je suis en train de décrire comme mécanisme? Donc en fait, c'est ces dysfonctionnements-là dont on pense, et c'est pas une utopie, qu'on pourrait y mettre véritablement un terme en adoptant, comme, ça a été le cas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ou quand, je sais pas, on a adopté le plan Marshall, par exemple, pour reconstruire l'Europe, enfin, je veux dire, dans l'histoire, on a su de temps en temps adopter des choses, énormes, hem et aujourd'hui, je trouve qu'on manque un peu de souffle et d'ambition à l'échelle mondiale pour mettre fin à ces inégalités crasses. En tout cas, c'est un sujet qui est passionnant, qui est nécessaire, qui est hyper intéressant et pour faire un petit parallèle avec ce que tu dis, c'est quand même triste d'en arriver à se rendre compte que finalement, ben, les plus riches sont tombés dans une espèce de prison dorée. On est dans une espèce de prison dorée où on n'est même pas heureux à consommer ce qu'on consomme Mais oui, c'est clair. et on tu vois? Et finalement on serait c'est un petit peu utopie ce que je vais dire, mais c'est pas grave, je vais clôturer ça avec cette petite phrase que j'ai envie de placer. On serait finalement plus heureux en étant, tu vois, sur des égalités, pardon, bah, harmonieuses, quoi, partout, plutôt que de se retrouver là comme des cons à trop consommer et à finalement être beaucoup plus malheureux, que certains qui ne possèdent rien. Donc ça n'a plus de sens, en fait. Mais c'est certain et d'ailleurs, bon, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu as pas d'enfant toi encore? Si, si, si. Je ne sais pas si, tu as des enfants en âge de voyager, mais moi, il y a quelque chose qui m'a toujours paru, fascinant avec mes propres enfants quand, je les emmène en voyage, c'est qu'en réalité, tu vois, quand tu les emmènes, dans un pays, disons, qui ressemble à peu près au nôtre en termes de niveau de vie, et bien, je finis par penser qu'ils en retirent plus parce que, ben, dans un tel pays, il va y avoir accès, à des infrastructures culturelles, je sais pas, des musées, des choses comme ça. Et que, à contrario, quand tu les emmènes, dans un pays, et au début, je pensais que c'était ça qui serait le plus magique, très lointain, mais par exemple très pauvre et cetera. Eh bien, les enfants en question, ils sont tellement mal à l'aise, le fait de voir à ce point, le dénuement des populations, et par ailleurs, du coup, l'inexistence, l'absence, soit d'écoles, soit d'institutions culturelles et cetera, rend, les enfants en question malheureux. C'est-à-dire que, en fait, je veux dire, l'inégalité crasse, elle n'est pas normale. Elle n'est pas agréable, évidemment à vivre, ça va de soi, mais même à regarder, à observer, je veux dire, on se sent pas mieux, alors que Complètement. finalement on se sent même beaucoup plus mal. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet qu'on devrait remettre dans le débat public parce que tout ça porte préjudice, pas simplement aux habitants, du sud, appauvris, mais aussi à ceux du nord, évidemment. Tout à fait, tout à fait.
Merci beaucoup, Najat, pour ton temps et pour cet échange. Merci Alors, à ce n'est toi. pas terminé. Je te retiens encore quelques minutes. Très rapidement, on a 3 questions rituelles à la fin du podcast des locomotives que je pose à toutes mes invitées. Donc, tu es obligée d'y passer également. Heu, donc la première question, Najat, c'était quoi ton rêve de petite fille? C'était d'être une écrivaine, dans une maison au bord de la plage. Sympa! Mmh, Écoute, je te j'avoue, je te le souhaite un jour. ça m'a fait venir. C'est ça. Est-ce que tu as un mantra, une phrase qui te guide particulièrement dans la vie? Ah oui, c'est la phrase que me répétait souvent ma mère quand j'étais enfant et d'ailleurs que j'ai utilisée en guise de titre de mon livre un peu autobiographique qui s'appelle «La vie a plus d'imagination que toi» et j'adorais cette phrase parce que ce que voulait dire ma mère, c'était que dans les moments où j'étais un peu désespérée parce que je sais pas, j'avais raté un concours ou quelque chose comme ça, eh bien, elle me disait: «Mais en fait, tu ne sais pas si, c'était pas mieux que ça se passe comme ça. La vie a plus d'imagination que toi, elle t'offrira d'autres portes à ouvrir précisément parce que celle-ci, elle s'est fermée» et je trouve que c'est assez juste comme propos. C'est vrai qu'en fait, le fait qu'une porte se ferme, en réalité, ça permet à d'autres de s'ouvrir. Mais oui, j'adore et ta Mmh. maman a l'air d'avoir un très chouette état d'esprit. C'est Ouais, c'est top. c'est très cool. Dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Heu, c'est vrai ça. Être la locomotive de sa vie, alors j'aurais tendance à dire, c'est, être en capacité de se projeter dans la suite, donc anticiper, réfléchir, à la suite, c'est-à-dire ne pas, attendre toujours de se prendre les murs, comprendre notamment une chose qu'on finit par comprendre à mon âge, qui est que, le temps nous est compté, hein, et que donc du coup on peut pas juste, mmh juste, se dire, «Les choses se passeront», mais commencer à les penser soi-même et à les organiser soi-même. Donc je dirais que c'est ça être, la locomotive de sa vie, sauf qu'une fois que je t'ai dit ça, moi je t'avoue que je suis pas très bonne pour anticiper, faire des plans de carrière, construire, la suite et tout ça. Je suis un peu du genre à vivre, le temps présent, donc il faudrait que je me remette un peu de charbon, dans ma locomotive pour être à la hauteur de ton émission. Merci infiniment Najat. Je tiens à te remercier, pour ta confiance, et aussi pour une deuxième chose, c'est la première fois que j'interviewe une personne du monde politique. J'appréhendais un petit peu. Je pensais que j'allais pas forcément apprécier, pour être très honnête, et j'ai fortement apprécié notre échange, donc merci pour ça Bah, c'est Najat. très gentil, c'était un plaisir pour moi en tout cas et j'espère que ça intéressera tes auditrices. Tu as des auditeurs aussi ou c'est essentiellement auditrices? Oh, un petit 5 Ah à OK, peu près? des auditrices et auditeurs alors. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup Najat. À bientôt, au revoir. Au revoir. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.